Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cet entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Lambert Mende Omalanga, qui est le ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Votre pays a tenu ses promesses. Le 28 novembre, on le craignait, mais les élections ont eu lieu finalement. Toutes les dates ont été respectées et nous en sommes très satisfaits. D'accord. L'opposition y allait presque à reculons. La communauté internationale n'est pas très satisfaite du déroulement des élections. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, Monsieur le ministre? Oh, l'essentiel pour les Congolais, c'est que la communauté internationale, à l'exemple de la France, ait pris note des desiderata du peuple congolais qui ont été proclamés in fine par la Cour suprême de justice. Pour le reste, ma foi, il y a eu des remarques, des critiques, dont certaines sont fondées. Nous avons décidé effectivement de porter des correctifs. Mais dans la mesure où tout le monde a estimé que ces irrégularités que l'on a observées étaient du genre de celles qu'on observe un peu partout dans les élections africaines, avec de jeunes commissions électorales, et que de toute façon, elles n'ont pas porté un impact quelconque sur l'alignement des résultats tels que proclamés par la CENI. Nous en avons pris acte et de toute façon, nos élections, c'est pour le peuple congolais, pas pour la communauté internationale. D'accord. Certains ont dit qu'il y a des bulletins de vote qui sont arrivés après la clôture déjà et que ce contentieux qui porte à peu près sur 1 million de voix avait pu inverser la tendance de cette élection. Non, il ne s'agit pas de cela. Il y a eu effectivement des bulletins de vote qui ont été livrés par l'imprimeur après les résultats du vote. C'est un dysfonctionnement au niveau des commandes qui ont été passées. Ces bulletins ont été placés sous le contrôle d'huissier de justice. Personne ne les a utilisés. Par contre, il y a eu des désordres en termes d'insécurité provoqués essentiellement par l'agitation d'un parti politique bien connu, l'UDPS de M. Tshisekedi, qui a fait que plus ou moins 1 300 000 électeurs n'ont pas pu voir leurs bulletins dépouillés. On n'a tout simplement pas retrouvé des bulletins parce que des bureaux avaient été incendiés, d'autres avaient été mis en déroute par des bandes de miliciens. Mais in fine, même si l'on prenait tous ces 1 300 000 en supposant par l'absurde que c'était des bulletins favorables à M. Tshisekedi, vous comprenez bien que l'écart entre Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi étant de 3 millions de voix, ce n'est pas le fait d'utiliser ces 1 300 000 pour Tshisekedi qui aurait changé quoi que ce soit. Kabila aurait toujours été vainqueur. Et au niveau des Congolais, il y a un homme d'église, l'archevêque de Kinshasa, dont on entend la voix de plus en plus discordante comparativement à celle du gouvernement. Vous le vivez bien ou vous vous inquiétez de son attitude? Parce que Kinshasa reste quand même une espèce de chaudron en RDC. Nous sommes un État démocratique. La voix de Monseigneur le cardinal Mosengo, c'est sa voix. Nous constatons que ce n'est pas la voix de l'Église. Il n'a pas engagé l'Église, il n'a pas qualité pour cela. Il a des amitiés, nous le savons. Nous prenons acte des critiques qu'il a formulées et qui ont été fondées sur des données complètement biaisées. Nous avons eu le temps d'en avoir la preuve lorsque la commission électorale a donné une contre-expertise qui a démontré que le cardinal avait tout faux. Il a été induit manifestement en erreur par ses sources. D'accord. Et aujourd'hui, les élections, je pense que la proclamation officielle a eu lieu vendredi dernier. On a reconnu que le président Kabila était en tête et qu'il était suivi par le président Tshisekedi, qui n'a pas déposé de recours. Oui, c'est assez curieux parce que le président de l'UDPS, M. Tshisekedi, estime qu'on lui a volé sa victoire, mais en même temps, il a renoncé à articuler un recours devant la seule instance qui aurait pu faire droit à ses revendications, la Cour suprême de justice. Il reconnaît la Commission électorale nationale indépendante, une institution constitutionnelle congolaise devant laquelle il a déposé sa candidature, mais en même temps, il traite avec mépris une autre institution qu'est la Cour suprême de justice. C'est un mouvement de yo-yo intellectuel que je ne comprends pas. Mais dès le début, il avait dit qu'il ne reconnaissait pas cette Cour suprême qui est aux ordres de son rival, qui est désormais président de la République, parce que pour lui, le renouvellement qui s'était effectué, c'était fait pour s'acheter des voix supplémentaires. C'est assez irrationnel parce que on ne reconnaît pas une institution parce qu'on l'aime. Les institutions ne sont pas au service de M. Tshisekedi. Les institutions sont des institutions nationales. Elles disent le droit et il est assez étonnant qu'on reconnaisse la commission électorale et qu'on ne reconnaisse pas l'autorité qui est supérieure à la commission électorale de par les principes de la même constitution. Donc tout cela est assez
confus pour qu'un intellectuel puisse le comprendre. Parce qu'il y a deux critiques qui ont été menées sur le déroulement de ces élections, bien avant qu'elles se tiennent. La première, c'est qu'on ait déjà fait qu'il n'y ait qu'un seul tour d'élection avec ces élections jumelées, présidentielles, législatives. Et la deuxième, c'est par rapport à la constitution de la Cour. Le débat sur la Commission électorale nationale indépendante est un autre débat. Ça, c'était pendant la préparation des élections. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre sur le fait que, pour eux, il fallait faire une élection à deux tours pour permettre à l'opposition de s'organiser, de trouver son unité, pourquoi pas, et puis sur le fait que, au niveau du renouvellement de la Cour, le nombre de juges nommés était plutôt favorable au président Kabila. Mais qui sont ces gens pour qui nous devions faire des lois? Est-ce que les lois congolaises sont soumises à la volonté de ceux que vous appelez eux? Il y a un législateur dans ce pays, comme dans tout pays du monde. Il y a un parlement issu de la volonté du peuple. C'est ce parlement qui a décidé souverainement, comme c'est le droit de tout parlement, que l'élection présidentielle en République démocratique du Congo se ferait dorénavant à un tour. Alors, je ne vois pas auprès de qui le Parlement congolais, qui représente la volonté souveraine du peuple congolais, devrait aller soumettre ses décisions. Pas à M. Tshisekedi, en tout cas. Le Parlement est souverain, il a décidé que c'est à un tour, c'est à un tour. Et en dépit de cette critique, M. Tshisekedi a bien déposé sa candidature. C'est qu'il a accepté cette réforme législative. Il n'est pas question d'accepter les règles du jeu et de chercher à les changer à la fin du jeu. C'est tout à fait malhonnête. D'accord. Et là, il dit qu'il va faire sa proclamation, il va avoir son investiture au stade des martyrs. C'est une source d'inquiétude pour le gouvernement, le fait qu'il y ait une investiture? C'est plus une aberration, une illusion qui se passe dans la tête de M. Tshisekedi. Il a même demandé qu'on puisse arrêter le président de la République quand on sait qu'il s'agit d'une personne qui n'a même pas le contrôle de ce qui se passe à 20 mètres de sa parcelle, parce que la police met l'ordre dans ce quartier qu'il a voulu perturber pour sauvegarder la paix de ceux qui habitent ce quartier. On se rend compte que nous nageons dans le domaine de l'irrationnel. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? D'accord. Donc là, il y a eu la présidentielle qui était en même temps que les législatives. Vous avez d'ailleurs été réélu dans votre circonscription. Quel est l'avenir maintenant? Quelle est la suite de l'agenda électoral en RDC? Nous attendons la proclamation officielle des élections législatives qui va intervenir le 13 décembre. À partir de ce moment, le président de la République pourra identifier une majorité parlementaire et désigner un gouvernement correspondant à cette majorité parlementaire pour gouverner le pays. Le président a été appelé par sa famille politique à maintenir les portes ouvertes pour parler avec tous les acteurs politiques congolais de tous les camps qui le veulent bien, qui veulent bien rejoindre sa gouvernance telle qu'il va la proposer au pays. Si Tshisekedi le veut, il sera associé à cette porte qui est ouverte. S'il ne le veut pas, il fera l'opposition comme tous ceux qui ne gagnent pas des élections dans une démocratie. Voilà ce qui va se passer. Donc vous n'êtes pas fermé à l'idée d'un gouvernement d'union nationale? Je n'ai pas dit qu'il s'agit d'un gouvernement d'union nationale. La majorité a demandé au chef de l'État de prendre l'initiative d'une main tendue aux forces qui voudraient bien se rapprocher de son programme et de sa gouvernance. Et donc, il n'y a pas d'exclusive à cet égard. Est-ce que la RDC n'est pas en train de rentrer dans un cycle où, à chaque fin d'élection, il y a des contestations? Je ne vais pas jusqu'à tracer un parallèle avec la Côte d'Ivoire, mais en 2006 déjà, il y avait eu un conflit post-électoral assez dur avec Jean-Pierre Bemba. C'est l'apprentissage de la démocratie. Nous faisons nos premiers pas. C'est le deuxième processus électoral. Nous sommes passés très près d'une guerre civile en 2006. Maintenant, il y a des contestations plus ou moins symboliques avec des saillies à faire rigoler les gens, comme celle d'un Tshisekedi appelant à arrêter Joseph Kabila. Mais c'est moins dangereux que ce qu'on a vécu en 2006 où des armes lourdes ont été tirées par M. Bemba sur la garde présidentielle qui a dû se défendre et ce qui a causé plusieurs morts d'hommes. Donc, je pense que la charge dramatique est beaucoup moins importante maintenant qu'en 2006. Les leçons de 2006 ont servi pour 2011, c'est ça? Oui, nous pensons que les leçons ont servi. Nous n'avons rien laissé au hasard. Nous avons déployé des forces de police exclusivement pour sécuriser les populations et cela a empêché aux gens d'aller jusqu'au bout de leurs projets plus ou moins subversifs. D'accord. Et qu'est-ce que vous ferez maintenant de tous ces Congolais qui se sont alignés derrière Étienne Tshisekedi ou qui ont utilisé son nom pour faire des casses, pour mettre le pays dans une situation presque insurrectionnelle? Tout d'abord, il ne s'agit pas de tous les partenaires ou les membres du parti de Tshisekedi qui peuvent être accusés d'avoir posé de tels actes. Ceux qui ont voté pour Tshisekedi n'en sont pas moins des Congolais.
le président Kabila est leur président, il saura bien le montrer comme il l'a fait de tous les temps, c'est un homme d'ouverture. Ceux qui se sont livrés à des actes répréhensibles, qu'ils appartiennent à notre camp, le camp de Kabila, ou au camp du président de l'UDPS Tshisekedi, devront absolument encourir les foudres de la loi. Et le ministre de la Justice a déjà, à la demande du gouvernement, enjoint au procureur général de la République d'initier des actions très rigoureuses, très ferme pour que force reste à la loi et pour qu'un exemple soit fait pour que plus jamais personne ne se sente le droit d'imposer aux Congolais sa vision par la force. D'accord. Et est-ce que ça ne vous arrange pas quelque part? Ma question est peut-être triviale, hein, que Jean-Pierre Bemba soit à la Cour pénale internationale. Pourquoi ça nous arrangerait? En 2006, M. Bemba s'est opposé au président Kabila et le président Kabila l'a battu. En 2011, s'il avait été là, je suis certain qu'avec la façon dont nous avons préparé notre campagne, il aurait été battu. M. Tshisekedi, dont on dit qu'il a plus d'épaisseur que M. Bemba, a été battu par le président Kabila, donc on ne voit pas pour quelle raison nous aurions eu peur de M. Bemba. L'écart est moins important. L'écart est moins important, mais nous pensons qu'il n'y avait que très peu de probabilité de battre Kabila, qui a bien préparé son élection et était bien le seul à pénétrer le pays profond pour cela. Maintenant, sur le bilan du président sortant, concernant les 5 chantiers qui étaient l'emblème même de son projet de gouvernement, est-ce que vous avez l'impression qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il a été suffisamment satisfaisant sur le bilan qu'il propose au moment de cette élection à ses compatriotes? Si ce bilan n'avait pas été relativement satisfaisant pour les Congolais, dites-vous bien, qu'ils n'auraient jamais reconduit Joseph Kabila, avec cet écart important entre lui et M. Tshisekedi, 8 millions contre 5 millions, ça fait quand même 3 millions d'écart, qui démontre à quel point les gens ont apprécié le premier lancement des travaux de reconstruction de notre pays, qui sont loin d'être achevés, bien sûr, mais personne n'a jamais commencé. Kabila a le mérite de les avoir commencés, d'avoir jeté les bases d'une œuvre de reconstruction qui ne s'arrêtera plus et qui a déjà montré ses premiers signes. 5000 kilomètres de routes reconstruites, les premiers kilomètres depuis les 50 ans d'indépendance. Tout le monde a parlé de ce réseau routier. Personne n'a jamais donné un coup de pelle. Kabila l'a fait et en 2 ans, il a pu reconstruire 5000 kilomètres. Ça, c'est quelque chose qui compte pour les Congolais. Il a relancé la gratuité de l'enseignement primaire. Tout le monde parle de l'importance de nos enfants. Il est le premier à avoir donné à nos enfants la possibilité d'aller à l'école primaire, l'école fondamentale, sans payer. Ça compte. J'allais vous demander pourquoi autant de présidents d'institutions se sont présentés contre lui, qu'il s'agisse du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, mais on n'aura peut-être pas le temps de développer là-dessus. Est-ce que ça vous a inquiété, le fait Non, pas du tout. Cela relève de la gestion, de la valeur liberté qui nous est chère. Nous ne pouvons pas faire reproche au président du Sénat d'avoir voulu apporter sa pierre à l'édifice de la construction nationale. On ne peut pas faire reproche à M. Kamere et encore moins à M. Tshisekedi, qui ont pensé, avec raison, que leurs idées pouvaient conduire la reconstruction de notre pays. Mais Merci toujours beaucoup. est-il que le dernier choix revenait au peuple. Et le peuple a choisi Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup, Monsieur Lambert Mende Omalanga. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.